Depuis Tropisme, qui est un recueil de récits paru en 1939, Nathalie Sarraute explore les petits riens qui prennent une grande place dans nos vies. Les tropismes désignent justement des moments brefs et anodins d'interaction avec les autres qui donnent lieu à des sentiments à demi conscients, comme elle dit, qui effleurent la conscience et qui sont hautement révélateurs des configurations de nos rapports avec les autres. En 1982, lorsqu'elle publie Pour un oui ou pour un non, Sarraute mêle cette attention au tropisme à une réflexion sur le langage, dans la mesure où il peut ne pas être en adéquation parfaite avec la pensée, et aussi une réflexion sur l'amitié. Et les mots d'apparence banale peuvent être révélateurs de blessures profondes dans cette amitié. C'est une pièce qui a connu beaucoup de succès, notamment en 1988 lorsque Jacques Douallon l'a mise en scène et l'a adaptée au cinéma. Maintenant, le texte que nous allons étudier, c'est un texte qui est plutôt vers la fin de l'œuvre. On a déjà eu la scène d'exposition qui nous a mené vers la révélation d'un conflit entre deux amis qui s'appellent H1 et H2, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'œuvre, et une phrase anodine, c'est bien ça, dite sur un ton condescendant, a déclenché ce conflit. Ensuite, un tribunal s'improvise où les voisins sont censés juger le conflit entre les deux amis, mais finalement ça s'avère pas tellement utile pour la résolution de leur dispute. Puis H2 reproche à H1 de trop étaler son bonheur. Il le critique aussi parce que H1 méprise son rapport au monde qui est contemplatif, qui est poétique. La prononciation du mot poétique par H1 relance le conflit. Et ce débat sur la prononciation du mot poétique par H1 quand il se réfère à la contemplation du monde par H2 va nous mener dans le passage que je vais lire et étudier au souvenir d'une escalade entre amis. Je vais maintenant passer à la lecture du texte. H1. Moi, je me moque de la poésie. Je parle avec mépris des poètes. H2. Pas des vrais poètes, bien sûr, pas ceux que vous allez admirer les jours fériés sur leur socle, dans leur niche. Les guillemets, c'est pas pour eux, jamais. Mais c'est pour qui alors ? C'est pour... Allons, dis-le. Non, je ne veux pas, ça nous entraînerait trop loin. Eh bien, je vais le dire. C'est avec toi que je les place entre guillemets, ces mots. Oui, avec toi. Dès que je sens ça en toi, impossible de me retenir. Malgré moi, les guillemets arrivent. Voilà, je crois qu'on y est. Tu l'as touché. Voilà le point. C'est ici qu'est la source. Les guillemets, c'est pour moi. Dès que je regarde par la fenêtre, dès que je me permets de dire la vie est là, me voilà aussitôt enfermé à la section des poètes, de ce qu'on place entre guillemets, qu'on met au fer. Oui, cette fois je ne sais pas si on y est, mais je sens qu'on s'approche. Car moi aussi, puisque nous en sommes là, il y a des scènes dont je me souviens. Il y en a une surtout, tu l'as peut-être oublié, c'était du temps où nous faisions de l'alpinisme, dans le Dauphiné. On avait escaladé la barre des Écrins, tu te rappelles ? Bien sûr. Nous étions 5, nous 2 copains et un guide. On était en train de redescendre, et tout à coup tu t'es arrêté, tu as stoppé toute la cordée et tu as dit sur un ton « Si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. » J'ai dit ça, j'ai osé. Oui, et tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, à attendre, piétinant, piaffant, pendant que tu contemplais. Devant vous, il fallait que j'aie perdu la tête. Mais non, tu nous forçais à nous tenir devant ça, en arrêt, que nous le voulions ou non. Alors je n'ai pas pu résister, j'ai dit « Allons, dépêchons, nous n'avons pas le temps à perdre, tu pourras trouver en bas, chez la papeterie, de jolies cartes postales. » Ah oui, je m'en souviens. J'ai eu envie de te tuer. Et moi aussi. Et tous les autres, s'ils avaient pu parler. Ils auraient avoué qu'ils avaient envie de te pousser dans une crevasse. Et moi, oui, rien qu'à cause de ça, de ces cartes postales, comment ai-je pu te revoir ? À partir de cet extrait qui est un moment où la dispute atteint une grande violence, sûrement l'apogée de sa violence dans le passage, on va se poser la problématique suivante. Comment ce moment de la dispute, à partir d'un souvenir d'escalade, met-il en évidence l'importance des mots dans le conflit entre les deux amis ? Et on va vous distinguer plusieurs mouvements dans ce texte, on va en distinguer 3. D'abord, il y a celui qui va de « moi, je me moque de la poésie » jusqu'à « de ce qu'on place entre guillemets, qu'on met au fer ». Et ce moment, c'est, on pourrait l'appeler les guillemets de la discorde, parce que l'intonation ici est ce qui en dit long sur le malaise entre les deux amis, sur leur désaccord.
Et puis ensuite, dans le deuxième mouvement, qui va de « oui, cette fois je ne sais pas si on y est » jusqu'à « il fallait que j'ai perdu la tête », eh bien ici, on a une anecdote qui est révélatrice de ce conflit et qui augmente fortement la tension, l'intensité du conflit à ce moment de la pièce. Ensuite, on arrive dans le dernier mouvement de « mais non, tu nous forçais à nous tenir devant ça jusqu'à la fin du texte », à une apogée de la dispute à travers une forte violence des mots, une violence verbale. Dans ce premier mouvement, où les guillemets, c'est-à-dire l'intonation donnée par les mots, est au centre de la dispute, H1 commence par être scandalisé parce que H2 vient de sous-entendre, c'est-à-dire qu'il se moquerait de la poésie et des poètes. C'est pour ça qu'il commence par le pronom tonique « moi » et qu'il continue avec une série d'interrogations qui appellent des réponses négatives, évidemment. Ce sont des interrogations rhétoriques. Mais H2 va préciser dans la suite ce qu'il entendait par la critique qu'il vient de faire de la manière dont dont son ami prononce les mots de poésie, de poète et de poétique. En fait, le problème, c'est que les guillemets, l'intonation ironique autour de ces mots ne s'applique pas aux poètes institutionnels, à la poésie institutionnalisée, celle qui est reconnue comme de la vraie poésie. Par contre, elle s'applique seulement, comme on va le voir un peu plus tard, à H2. C'est pour ça que H2 critique cette manière conforme de parler. Il dit « vous allez admirer ces poètes ». Et ces poètes-là, ils sont sur un piédestal parce que ce sont les poètes de la grande littérature. Ils sont sur des socles, mais ils sont aussi enfermés. Ils sont aussi dans des niches. H2, lui, n'est pas sur un piédestal, il ne veut sans doute pas l'être, et surtout, il ne veut pas être un poète enfermé dans une niche par ce vous du lectorat conformiste. H1 sent bien qu'il y a un sous-entendu, d'ailleurs la phrase n'était pas terminée, il y a des points de suspension ici qui sont une aposiopèse, une interruption du langage. Comme souvent dans la pièce, H1 continue à interroger H2 qui hésite à répondre. Il répète 2 fois « c'est pour » et ici l'interruption du discours, on voit que comme tout à l'heure, elle est liée à une peur de déclencher un conflit trop ouvert, trop violent, ou d'augmenter la violence de ce conflit, et ça nous entraînerait trop loin, évidemment, sous-entend que c'est dans la dispute qu'ils iraient trop loin. Et H2 a peur peut-être d'une rupture définitive ou d'une dispute trop frontale, trop violente avec son ami. Mais H1 va prendre les devants et l'annonce en disant « je vais le dire ». C'est bien seulement pour lui, son ami H2, que la poésie est entre guillemets et à dire de manière ironique. Et il ne se défend pas de ça, mais il dit que pour lui c'est irrépressible. C'est une attitude qui l'agace chez son ami. Cette attitude, elle est désignée par le pronom ça. Dès que je sens ça en toi. H2 est un peu soulagé peut-être, le voilà l'indique. Et l'expression de ce problème entre les deux amis continue à travers des pronoms i, L' ici, tu as touché le problème, on est dans le problème. Et puis ensuite il utilise des substantifs, donc le point, la source, le point central, la source de leur malaise. Ils sont donc en désaccord sur le rapport qu'a H2 au monde. Et oui, c'est un grave problème que de voir son ami être en désaccord avec sa manière de contempler le monde. Surtout que cette façon de parler de son ami est une prison pour H2. Il se sent prisonnier, enfermé, mis au fer, ici. Et les guillemets, justement, symbolisent ces barreaux, cet enfermement où H1 place les faux poètes. Maintenant, dans le deuxième mouvement, on va voir comment la tension augmente à travers cette anecdote que va raconter H1. D'abord, il va répliquer, il va annoncer que c'est une réplique aux reproches que H2 lui fait. Il dit « moi aussi ». Et puis, il sélectionne parmi plusieurs épisodes, parmi plusieurs scènes qu'il aurait pu rapporter,
une qui est particulièrement blessante ou qui a été particulièrement marquante pour lui. Il y en a une surtout, c'est ce qu'il dit. Et pourtant, elle est anodine. On le comprend parce qu'il dit « tu te rappelles » après l'avoir présenté le cadre de cette anecdote, et puis après avoir dit aussi « tu l'as peut-être oublié ». Bon, ensuite le cadre est posé. Ils sont en train de faire de l'alpinisme, ils sont dans le Dauphiné, et même c'est assez précis. On avait escaladé la barre des écrins. La suite, c'est que H1 va très brièvement continuer à poser le cadre assez efficacement, en mettant en opposition un nous et un tu. Il dit nous étions 5, nous deux copains et un guide, on. Donc on est collectif aussi, et ensuite toute la cordée. Et donc la cordée, c'est l'ensemble des alpinismes unis entre eux par une corde, qui sont opposés à un tu. Et ce tu, il intervient au moment du récit, qui est très bref aussi. Tu t'es arrêté, tu as stoppé toute la cordée et tu as dit. Et ensuite, on arrive à une parole, une phrase prononcée par H2 à ce moment-là. Donc c'est du discours rapporté par H1, mais c'est bien la phrase de H2. Si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est l'intonation, c'est le ton. D'ailleurs, il ne caractérise pas, H1 ne caractérise pas le ton employé par H2. C'est à nous de le deviner, ou c'est à l'acteur qui interprète H1 de mimer le ton d'H2. H2, lui, se moque du caractère complètement anodin de cette phrase, et même cette phrase en vrai ne mérite pas vraiment de reproche, c'est tout à fait attendu, ça me paraît approprié de dire lorsqu'on fait de l'escalade, si on s'arrêtait un instant pour regarder. Ce sont des questions rhétoriques, c'est un genre de questions antiphrastiques. L'opposition entre le collectif et le tu qui désigne H2 continue dans le récit, tout le monde, nous, qui s'oppose au tu qui contemplait. H1 reproche l'égoïsme de H2 qui contraint les autres, qui ne prend pas en compte les préoccupations des autres, qui se retrouve animalisé, piétinant et piaffant. Et puis H2 continue ses antiphrases, son ironie. Il fallait que j'ai perdu la tête. Évidemment, c'est tout à fait sain, ça paraît pas être complètement fou de contempler. Sauf que la contemplation est entre guillemets. C'est bien cette contemplation du monde qui est une posture, une pose qui agace H1. En troisième mouvement, on voit que l'apogée de la dispute mène à avouer des envies de meurtre, tout simplement. Certes, au passé, il y a peut-être un point de non-retour qui est atteint dans ce moment d'insulte entre les deux hommes. H1 rappelle à son ami ce qu'il a répondu à ce moment-là, et il insiste encore une fois sur le fait que c'était irrésistible, qu'il ne pouvait pas ne pas le faire tellement il était agacé. Donc il lui a dit de manière très ironique que des cartes postales étaient en bas, étaient disponibles, comme si ça pouvait remplacer l'expérience de la contemplation pendant leur escalade de la montagne. Donc cette ironie ne plaît pas du tout à H2, ne lui a pas plu, et en ravivant ce souvenir, H2 retrouve une envie de meurtre qu'il avoue. Et évidemment cette envie de meurtre, c'est très violent comme phrase, mais évidemment que c'est une hyperbole. J'ai eu envie de te tuer, c'est une façon de parler, pour le dire autrement. C'est hyperbolique. Sauf que cette violence imagée, métaphorique, demeure, et même elle trouve une surenchère dans la phrase d'après, puisque H1 réplique à peu près à égalité en disant « et moi aussi », mais ensuite il ajoute « et tous les autres ». Donc il y avait bien un collectif contre un individu qui était H2 là. Et même H1 va continuer cette escalade, même si à ce moment-là de l'anecdote ils étaient en train de descendre de la montagne. En fait c'est bien une ascension de la violence, une escalade de la violence, parce que il signale qu'il a vraiment réfléchi à une manière de tuer son ami, le pousser dans une crevasse. Ça aurait été facile de le faire, et puis surtout ça correspond au cadre qui est celui de l'alpinisme là, de la haute montagne. Donc ici H2 va quand même redescendre un peu la tension, mais il va revenir, même si c'est moins métaphorique, à
une solution tout à fait radicale qu'il aurait dû adopter. Comment ai-je pu te revoir? Donc en fait, c'est une manière de regretter d'avoir continué cette relation d'amitié avec H1. Et ce qui est en cause, c'est cette ironie des cartes postales, cette moquerie de la part de son ami. Et finalement, pour conclure d'abord en répondant à notre question problématique, cette violence verbale surgit au terme d'une ascension qui a commencé au début de la pièce, mais qui est super rapide dans ce passage. Cette ascension, c'est celle de la violence à travers des mots anodins. Mais cette violence à travers des mots anodins devient cette fois beaucoup plus directe à la fin de notre extrait. Elle était faite d'ironie et d'intonation au début, maintenant elle est carrément directe. Et c'est bien une apogée parce qu'ensuite, on peut ouvrir en disant cela, ensuite, sans se réconcilier, H1 et H2 vont tout de même se calmer et même à la fin de la pièce, ils vont être d'accord pour mettre fin à leur amitié.